Euh, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue, chers spectateurs de notre chaîne Roman Analyse. Bien sûr, nous poursuivons toujours nos séries de cours concernant bien sûr le programme de la première année du baccalauréat. Comme vous le savez déjà, si vous êtes ancien sur cette chaîne, vous savez que nous avons commencé par la boîte à merveilles, nous avons expliqué à peu près tous les parties concernant la boîte à merveilles. Et bien évidemment, si vous venez de nous joindre, il faut savoir que aussi nous avons terminé la série concernant la boîte à merveilles. Aussi, nous sommes bien sûr, ou nous avons entamé l'étude d'Antigone. Bien sûr, le premier cours était concernant la biographie de Jean Anouilh, dans le but de savoir qui était cette personne réellement, comment elle pensait, quels étaient les facteurs normalement qui ont mis en sorte que ce dernier fait la reproduction d'Antigone et pourquoi et dans quel intérêt. Est-ce que c'était dans un intérêt littéraire ou bien il y avait un autre but? Et très exactement, nous avons vu ensemble qu'il y avait un autre but, un but politique personnel pour Jean Anouilh, qui l'a poussé bien sûr à reproduire la scène d'Antigone selon sa propre vision. On a aussi vérifié ou bien étudié un peu quelques notions de base concernant la mythologie grecque pour comprendre bien sûr la façon de penser de l'époque d'Antigone, de comment les gens pensaient, comment les gens bien sûr faisaient face aux problématiques de la vie. Aussi, il y avait le cours concernant le mythe d'Oedipe, où nous avons vu plusieurs informations très importantes, et surtout, l'importance de ce cours-là était du fait que nous avons pu ensemble faire une sorte de relocalisation dans les événements. Parce que normalement, quand on commence un roman qui est déjà commencé bien avant nous, c'est dur. Et j'ai donné l'exemple, c'est comme si une personne venait vous dire, voilà, c'est la dernière épisode de cette série, j'aimerais que tu la regardes que tu comprends tout ce qui s'est passé. Donc c'est un peu difficile, donc on est dans l'obligation de revenir en arrière et vérifier les épisodes qui nous ont été cachés ou bien nous étions dépassés par les événements. Donc il fallait faire stop et revenir en arrière, comprendre Oedipe, le mythe d'Oedipe et d'où vient réellement Antigone et quelle était la source de la problématique euh, via laquelle ou bien devant laquelle Antigone faisait face. Donc il fallait comprendre pourquoi. Parce que quand on commence une tragédie avec, voilà, deux frères sont entretués, on essaie d'enterrer, même pas ça. On commence le roman par, il veut enterrer son frère. Et on ne comprend même pas pourquoi il devait l'enterrer, pourquoi il n'a pas été enterré à la base. Donc, et ça revient au même. Quand on n'a pas, comme je vous ai dit, les premiers épisodes, c'est vraiment très très dur de comprendre une série en regardant que la dernière épisode. C'est ce qui s'est passé parce que normalement, Sophocle, quand il a créé toutes ces œuvres, Antigone, j'ai bien dit, et j'ai bien précisé pas mal de fois, que Antigone était la dernière de Sophocle. Mais c'était la première, ou bien le premier œuvre écrit. Ça veut dire, dans toutes les chefs-d'œuvre de Sophocle littéraires, normalement il y en avait plusieurs, mais Antigone était la dernière de Sophocle et était la première à être écrite. Donc vous imaginez un peu le charabia qu'on se met quand on a toute une série des événements et quand on ne donne que normalement les derniers épisodes et qu'on nous demande de comprendre le tout. C'est un peu dur. C'est la raison pour laquelle, je le répète, nous avons bien sûr étudié Oedipe. Vous allez comprendre la raison pour laquelle nous avons étudié ces deux points, surtout Oedipe et la biographie de Jean Anouilh, concernant notre cours d'aujourd'hui qui est le schéma narratif. Parce que normalement, croyez-moi, si vous ne comprenez pas le mythe d'Oedipe devient Antigone réellement et pourquoi Jean Anouilh a reproduit l'œuvre d'Antigone, croyez-moi, il vous serait difficile de comprendre ce que je vais expliquer dans le schéma narratif. Mais si vous avez vu les deux vidéos, et surtout, je dis bien, normalement, la méthodologie grecque, c'est, comme je dis toujours, c'est pour votre culture générale personnelle.
D'accord? Vous allez ajouter des informations à votre bagage littéraire, d'accord? À vos connaissances littéraires concernant Antigone. Vous pouvez zapper cette vidéo si vous ne voulez pas la voir. Vous pouvez zapper cet épisode. Mais normalement, la biographie de Johan Will et Oedipe, si vous venez de nous joindre et que vous n'avez pas encore vu ces deux vidéos, je vous conseille vivement d'aller les regarder avant de visualiser avec nous ce cours concernant le schéma narratif. Et nous allons le commencer immédiatement. Le schéma narratif, un petit flashback de ce que j'ai expliqué auparavant. Vous voyez ici que j'ai mis aussi la boîte à merveille le dernier jour d'un condamné à mort, parce que normalement ça revient au même quand on est en train d'expliquer le schéma narratif. Pour mieux le comprendre, il fallait bien sûr donner des exemples des trois œuvres, ne pas être limité que sur Antigone, ou bien comme j'ai fait dans le premier cours pour la boîte à merveille. Normalement cette limitation, disons que ça va être une répétition, cette limitation nous limite vraiment concernant la compréhension du schéma narratif. Parce que le schéma narratif, voilà, vous voyez devant vous, c'est le schéma initial. Normalement, c'est la règle, c'est la loi. Mais dans les trois œuvres, croyez-moi, il n'a été jamais respecté. Donc, le schéma narratif, pourquoi il n'a jamais été respecté? Je vais vous dire pourquoi. C'est pas qu'il n'a pas été respecté, mais normalement, on a joué avec l'ordre, d'accord? Et c'est normalement, disons, un coup de génie de la part des trois auteurs, que ce soit Ahmed Sfraoui, Johan Will ou Victor Hugo. Ce sont des personnes qui sortent toujours de tout ce qui est ordinaire, d'accord? Qui nous donnent toujours des choses fascinantes, des romans vraiment, vraiment, vraiment très, très, très spéciaux. Donc, c'est normal que normalement les structures classiques ne sont pas respectées par ces trois grands auteurs. Donc, le schéma narratif. Comme j'ai expliqué dans le cours précédent, et normalement, ce que je vais faire, normalement, comme je fais toujours, je vous mets les liens des cours qui sont en relation avec le cours actuel. Ça veut dire, je vais vous mettre bien sûr un lien concernant l'explication du schéma narratif détaillé, d'accord? Comme ça, comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à comprendre un point, sachez toujours que avant d'arriver à ce point-là, nous avons bien expliqué des choses qui sont nécessaires pour la compréhension de ce qu'on est en train d'expliquer à l'heure présente. Donc, le schéma narratif normalement se compose de cinq parties. Comme on dit toujours, il y a la situation initiale. Comme je vous ai expliqué, la situation initiale toujours, c'est la paix. D'accord? Ça veut dire, la situation initiale, dans un premier temps, est courte. Sauf, comme je vous ai dit, l'exception de la boîte à merveilles, où il y avait 8 chapitres de situation initiale. Mais si on voit le dernier jour d'un condamné ou bien Antigone, on comprend bien que la situation initiale, la norme dit que la situation initiale doit être limitée et courte dans le temps. Comme j'ai expliqué, imaginez un film qui dure 1 h 30 et que vous avez une situation initiale d'1 h 20 avant que les actions démarrent. Donc ce sera vraiment très 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 embarrassant de regarder un tel film. Donc, la situation initiale est courte dans le temps. En plus de ça, la situation initiale est toujours la situation de paix. Ça veut dire, la situation initiale devrait toujours être une situation de calme, où toutes les choses vont bien, la vie en rose, tout est normal, tout est dans le norme. Ça veut dire, si vous avez une situation initiale, si vous avez une situation initiale soyez attentifs, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas une situation initiale qui commence par la paix, sachez qu'il y a des événements qui ont précédé ce que vous avez dans les yeux. Ou bien ce qu'on veut dire que c'est une situation initiale. D'accord? Je vous donne un exemple. Si vous ouvrez l'œuvre d'Antigone et que vous commencez avec une fille qui essaye déjà d'enterrer un frère qui n'est pas enterré, sachez que ce n'est pas une situation initiale et que effectivement les événements commencent bien avant la scène que vous avez devant les yeux. Voilà, c'est la première règle, c'est la situation initiale. C'est toujours une situation de paix. D'accord? Vous allez me dire, voilà, il y a un enfant qui est né dans la guerre. On ne peut pas dire ses premiers jours ont été dans la guerre. Donc, c'est une situation initiale. Non, ce n'est jamais une situation initiale. La situation initiale est en déduite. Ça veut dire on peut
seulement la constater et dire que auparavant, les grands parents de cet enfant-là vivaient dans la paix. D'accord? On ne peut jamais dire qu'une situation qui n'est pas normale, qui ne respecte pas les normes humaines, est une situation initiale, est une situation normale. Vous pouvez même vous dire, d'accord, dans vos propres réflexions, que la situation initiale renvoie à la situation normale. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, il y a l'élément déclencheur. Et là, je suppose que vous êtes en train de comprendre. Parce qu'on ne peut jamais dire déclencher si on avait une situation déjà déclenchée. D'accord? Le déclencheur, normalement, son rôle est de mettre fin à la paix, mettre fin au calme, mettre fin au normal. D'accord? C'est le but de l'élément déclencheur. C'est la raison pour laquelle on appelle aussi l'élément déclencheur l'élément perturbateur. Et moi personnellement, j'aime cette nomination. J'aime le fait de nommer l'élément déclencheur l'élément perturbateur. Parce que, pardon, parce que ça nous aide à mieux comprendre. D'accord? Parce que quand on dit perturbation, ça veut dire qu'on avait une situation calme, tranquille, et qu'il y a une chose qui viendrait perturber ce calme-là. Perturber ce calme-là. Donc, quand les situations sont perturbées, quand les événements sont déclenchés, ces événements qui sont déclenchés après la perturbation, on les appelle les péripéties. Donc les péripéties, on ne peut jamais les avoir sans qu'on ait un élément déclencheur. D'accord? Donc si les événements ne sont pas déclenchés par un élément déclencheur, on n'aura jamais les péripéties et ça s'arrête là. Ce que j'aimerais que vous compreniez, que les étapes du schéma narratif, ou bien les composants du schéma narratif, ils viennent dans l'ordre. D'accord? La situation bien sûr initiale ne pourra jamais être après l'élément déclencheur, le dénouement aussi avec les péripéties. Donc c'est cet ordre-là qui est respecté. Si vous souhaitez, je vais vous ajouter ces numérotations. Comme ça, vous gardez toujours à l'esprit que la première des choses, c'est la situation initiale, suivie par l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Et que cet ordre-là doit toujours être respecté et on ne peut jamais inverser les rôles ou bien mettre un élément avant l'autre, sauf si dans l'ordre qu'on voit devant les yeux. Donc, après les péripéties, bien sûr, ou bien les événements euh, causés par l'élément déclencheur, il faut savoir qu'il vient d'un dénouement. Un dénouement, ou bien une autre appellation que j'aime le plus, l'élément de l'équilibre. D'accord? Ce qu'on peut appeler élément déclencheur aussi, élément de déséquilibre. D'accord? Et le dénouement, c'est le contraire, c'est l'élément de l'équilibre. L'élément de l'équilibre a pour rôle, bien sûr, deux choses très importantes. La première est de mettre fin aux péripéties causées par l'élément déclencheur qui a brouillé ou bien ruiné la situation initiale. C'est le premier rôle. Et le deuxième rôle, c'est lui qui nous prépare à la situation finale pour terminer le schéma narratif. Donc le dénouement, le premier rôle, mettre fin aux péripéties causées par l'élément déclencheur qui ont perturbé la situation initiale. Le deuxième but, c'est nous préparer pour la situation finale, pour bien sûr terminer les composantes du schéma narratif. Voilà. Si vous voulez plus de détails concernant l'explication du schéma narratif, je vais vous mettre le lien du cours concernant l'explication du schéma narratif. Vous allez mieux comprendre. Donc, maintenant avec Antigone, si on essaie d'appliquer notre schéma narratif par rapport à Antigone, nous sommes devant trois façons de voir les choses. Comme vous voyez, il y a Antigone vis-à-vis du mythe d'Oedipe, Antigone vis-à-vis d'Antigone, Antigone vis-à-vis de Créon. D'accord? Ça veut dire, trois schémas narratifs, ils sont tous corrects. D'accord? Et pour moi, parce que comme je vous dis toujours, normalement, il n'y a eu jamais une question directe concernant le schéma narratif dans l'examen régional et espérant qu'il n'y aura jamais. Ça veut dire on vous demande jamais, voilà une question, voilà donner le schéma narratif d'Antigone ou bien de la boîte à merveille ou bien le dernier jour d'un condamné. Donc ce sont
C'est une leçon qu'on comprend. Pourquoi? Pour bien sûr utiliser dans la situation des passages la réponse aux questions de compréhension et bien sûr la compréhension globale de l'œuvre et le développement des événements. Ça veut dire les événements, comment ils se développent dans le temps et dans l'espace. Voilà. C'est le rôle, bien sûr, une autre fois, du schéma narratif. Donc, pour expliquer Antigone, comme je vous ai dit, nous avons trois visions. Antigone vis-à-vis d'Antigone, Antigone vis-à-vis du mythe d'Oedipe et Antigone vis-à-vis de Créon. Bien sûr, je vais commencer par euh, ce qui est reconnu par tout le monde, d'accord? Même si ce n'est pas tout à fait correct. Mais c'est ce qui est reconnu par tous les professeurs de la première année du bac. Et espérons bien sûr que vous allez un peu faire un petit débat avec vos professeurs, vos amis, pour bien sûr ou bien dire que c'est vrai ce que je suis en train d'expliquer, ou bien de carrément de dire que ce n'est pas correct et que je me suis trompé. Je vais attendre avec impatience vos commentaires en bas de cette vidéo. Donc, commençons par Antigone vis-à-vis d'Antigone. Le schéma narratif d'Antigone vis-à-vis d'Antigone, ça veut dire le schéma narratif d'Antigone en étant donné que Antigone est le héros principal, ou bien c'est ce qu'on comprend. On dit qu'Antigone est le héros principal de cette pièce-là, et déjà il porte son nom. D'accord? Donc, on va parler du roman que nous avons devant les yeux. La situation initiale, c'est quoi? Antigone retourne à sa maison, ou bien au palais, après sa première tentative d'enterrer son frère. Très simple, situation initiale. Et pourquoi je vous dis que ce n'est pas incorrect? Comme je viens d'expliquer, la situation initiale est une situation de paix, est une situation de normal. Ça veut dire qu'Antigone ne devait même pas être en dehors de son lit à 4 heures du matin. La situation initiale veut dire que Antigone devait être dans son lit à 4 heures du matin et qu'un élément déclencheur vient perturber son sommeil. C'est l'explication correcte du schéma narratif que, quand vous voyez, ou bien comme vous êtes en train de vérifier avec moi, il ne s'applique pas à la tragédie d'Antigone. Mais bon, on va jouer le jeu et on va faire comme si la situation initiale est que la situation du commencement. D'accord? On va l'appeler maintenant entre nous une situation de commencement. D'accord? Donc la situation initiale ou bien la situation de commencement par laquelle commencent les événements, c'est le fait qu'Antigone, elle est en train de revenir, d'accord? À 4 heures du matin, revenir à son lit après avoir essayé dans une première fois d'enterrer son frère. La rencontre avec la nourrice, avec Ismène, avec Aimant, avec Ismène une autre fois, avec la nourrice, on peut dire que tous ces événements-là peuvent faire partie de la situation initiale. Mais le paradoxe dans ce que je dis, c'est que ces événements-là on peut même les utiliser comme éléments déclencheurs. Comment on va faire? On va dire voilà, situation initiale, Antigone elle est en train de revenir à son lit après avoir essayé d'enterrer son frère. L'élément perturbateur, Antigone a été attrapé par la nourrice pour lui expliquer la raison pour laquelle il n'était pas dans son lit à cette heure-là. Élément déclencheur. Un autre élément déclencheur qu'on peut utiliser, Ismaël rencontre sa sœur pour lui dire qu'est-ce que tu as essayé de faire encore. Élément déclencheur. Le fait, ou bien la rencontre avec Aimant pour lui dévoiler son amour pour une dernière fois, peut être considéré comme un élément déclencheur. Et bien évidemment, on ne peut pas avoir plusieurs éléments déclencheurs, et quand on voit quelque chose qui s'applique à l'inapplicable, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis une autre fois qu'on est juste en train de jouer le jeu, d'accord? Et juste en train d'appliquer ce schéma narratif par rapport au roman d'Antigone, faisant comme si nous savons, nous connaissons même pas Oedipe et nous n'avons aucune information par rapport à la mythologie grecque et que nous avons commencé par Antigone et qu'on est en train d'appliquer nos connaissances par rapport à Antigone qu'on a devant les yeux. Et même pas Antigone de Sophocle, Antigone de Jean Anouilh. Donc,
On continue à jouer. Voilà. Situation initiale, Antigone revient à son lit après avoir essayé dans une première fois d'enterrer son frère. L'élément déclencheur, on va, comme je vous ai dit, considérer que la rencontre avec la nourrice, Ismène et Aimon font tous partie de la situation initiale et on va considérer que l'élément déclencheur est le fait qu'Antigone a été attrapé par les gardes quand il essayait d'enterrer son frère pour la deuxième fois. C'est l'élément déclencheur. Les péripéties, bien sûr, Antigone est emmenée devant Créon. Créon essaye de la dissuader de ne plus enterrer son frère. Sinon, il allait être dans l'obligation d'ordonner sa mort. Aimant qui essaye de persuader son père et sa fiancée de chacun à sa part d'essayer d'arrêter ce qu'il est en train de faire, demander à Antigone d'arrêter d'essayer d'enterrer son frère, demander à son père de ne pas exécuter Antigone. Disons les péripéties aussi, on peut dire Ismène qui essaie aussi de s'en mêler. Créon qui est toujours dans un débat avec Antigone pour la persuader, il est en train de lui donner des informations intéressantes qu'il ne connaissait pas par rapport à ses frères et son père. Donc toutes ces informations, tous ces événements-là, on peut les considérer comme des péripéties. Le dénouement, bien sûr, la seule chose que je vois appliquée correctement dans le schéma narratif, c'est le dénouement. Je vous dis immédiatement pourquoi. Le dénouement, comme j'ai expliqué auparavant, c'était l'élément de l'équilibre. Et c'est le seul élément à qui on permet qu'il soit ou bien dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens. PS, si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant le dénouement, revenez bien sûr à la vidéo où j'explique le schéma narratif. La première vidéo, d'accord? Vous aurez le lien bien sûr en bas ou bien dans quand cette vidéo va se terminer, vous aurez les liens devant vos yeux, ou bien il y aurait une petite boule juste en haut de la page, d'accord, avec un i. Vous cliquez et vous aurez tous les liens nécessaires. Vous pouvez cliquer et vérifier. Bien sûr, l'explication détaillée du dénouement. Donc, j'ai expliqué auparavant que le dénouement, c'est le seul élément à qui on permettait qu'il soit dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va mettre fin à toutes ces charabia causées par Antigone? C'est bien évidemment sa mort. Parce que, à part cela, les choses ne pouvaient jamais revenir à la norme. Imaginez que Créon n'a pas exécuté Antigone. Antigone va toujours se révolter contre lui. Le peuple aussi va se révolter parce qu'il demande bien sûr qui a osé contredire les ordres du roi. On voulait voir cette personne et on est dans l'obligation bien sûr qu'il soit bien sûr exécuté, qu'il soit puni pour son crime. Donc le dénouement est la seule solution pour résoudre les problématiques causées par la tentative de l'enterrement de Polynice par Antigone et le fait que cette dernière soit décapitée, exécutée ou bien tout simplement enterrée vivante comme Créon va ordonner. Donc le dénouement là, c'est la mort d'Antigone. C'est l'élément de l'équilibre. La situation finale, bien sûr, qu'il soit bonne ou mauvaise, ça n'a pas un grand intérêt. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est une situation finale, qui soit, comme je vous ai dit, bonne ou mauvaise, on s'en fout, parce que normalement, elle est dans le but de terminer les événements. D'accord? Et les événements ne se terminent jamais, comme les contes de fées, par le mariage du prince euh, à la princesse. Normalement, ça se termine pas toujours comme ça. Et pas mal de fois, nous avons de tristes fins, d'accord? Et c'est normal dans la vie, d'accord? On ne peut pas tout avoir à la fois. Donc, c'est normal que la situation finale soit la mort de plusieurs personnes, d'accord? Parce que ce qui nous importe le plus, c'est que la situation finale, c'est Créon qui reste seul avec son page et qui va bien sûr poursuivre son métier de roi, parce que pour Créon, il considère le fait d'être roi est un métier, comme tous les métiers, d'accord? Un métier qui commençait le matin, qui se termine le soir, et qu'il fallait quoi que ce soit qu'on aille travailler, d'accord? Parce que normalement,
C'est notre rôle, c'est notre but et c'est notre responsabilité. C'est la première vision, bien sûr, du schéma narratif que je vous dis une deuxième fois, qui n'est pas tout à fait correct, sauf pour deux éléments, à peu près trois. Sauf pour le dénouement qui est bien sûr la mort d'Antigone, la situation finale qui est Créon qui reprend les rênes de son pays, et plus ou moins les péripéties, les dialogues avec Antigone, avec Ismène et avec Aimon. La deuxième vision du schéma narratif, qui n'est pas aussi tout à fait correcte, c'est Antigone par rapport à Créon. Et là, je suis juste en train de vous donner une petite information qu'Antigone n'est pas l'élément principal, ou bien n'est pas le personnage principal dans l'œuvre. Plus ou moins, il n'est pas le seul personnage principal dans l'œuvre. Crayon aussi est un personnage principal. Et si on vous demandait, parce qu'il y a cette question qui se pose pas mal de fois, si on vous demande de proposer un autre titre à cette tragédie, si vous dites on peut l'appeler Crayon, vous avez tout à fait raison. Et si vous voyez même dans les discours, Antigone et Crayon occupent la part belle de la tragédie. Ça veut dire que ce sont vraiment les personnages principaux. Et si on dit, on essaye bien sûr d'appliquer le schéma narratif par rapport à la vision Antigone-Crayon, nous aurons plus de marge. Je vais vous dire pourquoi. Quand on voit les choses vis-à-vis ou bien par rapport ou bien du point de vue de Crayon, la situation initiale, et vous allez vérifier vous-même ça dans l'œuvre, parce qu'il y a une sorte de flashback dans la tragédie. Des fois, on est dans des événements, mais Créon, dans un certain moment, il nous a projeté très loin dans le passé. Il nous a projeté à l'époque où Oedipe était le roi de Thèbes. Donc, la situation initiale devient comme suit. Après que Oedipe céda la trône, ou bien céda son royaume et part chercher le pardon au-delà de la ville de Thèbes, les deux frères Polynice et Théocle se sont bagarrés pour les règnes, les deux sont morts et c'est Créon qui reprend le royaume de Thèbes. C'est la situation initiale. Et c'est aussi une situation qui est moitié normale, moitié anormale. Moitié normale parce que normalement, c'est toujours une chose heureuse d'avoir un nouveau roi. Ça veut dire, créant le fait qu'il soit roi, normalement, c'est une source de plaisir et de joie et de bonheur. Mais dans l'autre face, il y a la mort de deux héritiers, deux princes, ou bien un roi et un prince. Nommez-le comme cela vous semble, vous avez tout à fait raison. Que vous dites Éthéocle et Polynice les deux princes, que vous dites Éthéocle le roi et Polynice le prince, que vous dites tout simplement les deux héritiers du royaume, vous avez tout à fait raison. Donc le fait que deux personnes sont déjà mortes, comme je vous ai dit, la règle veut dire que la situation initiale est la situation normale. Ce n'est pas la mort, mais c'est la vie. D'accord? On ne peut pas dire, voilà, la mort de ces deux personnes constitue une situation initiale. Non, ce n'est pas une situation normale. D'accord? La vie est une situation normale, mais la mort, c'est un élément déclencheur, c'est peut-être un dénouement, mais il n'est jamais une situation initiale. Donc, on a moitié bonheur avec le nouveau roi qui est Créon, moitié malheur avec la mort des deux héritiers, des deux princes, Éthéocle et Polynice. Donc nous avons un peu une plus grande marge. Donc si vous voyez avec Antigone, on dit que la situation initiale commence quand Antigone retourne après avoir essayé d'enterrer son frère la première fois. Mais quand on parle d'Antigone Créon, on a plus de marge et on peut dire que la situation initiale a commencé ou bien est le fait que Oedipe a cédé son royaume, son roi est parti bien sûr chercher un pardon qui va l'obtenir bien sûr comme j'ai expliqué dans le mythe d'Oedipe
Et c'est là que les événements vont suivre jusqu'à l'arrivée de Créon qui sera le nouveau roi de Thèbes. L'élément, bien sûr, déclencheur sera le fait. Bien sûr, on peut ajouter à la situation initiale que après que Créon est devenu roi, il ordonna d'enterrer Othéocle comme héros et de laisser pourrir Polynice sans qu'il soit enterré. Pour dire que l'élément déclencheur, Antigone va essayer d'enterrer son frère une première fois et une deuxième fois où il sera bien sûr capturé par les gardes. Et là, bien sûr, les péripéties normales, les discours entre Antigone et Créon, entre Aimon et Créon, entre Aimon et Créon, Aimon et Antigone, Antigone et Créon, et Ismène et Antigone. Les quatre dialogues qui font partie des péripéties. Le dénouement restera toujours, dans les trois visions, le dénouement restera toujours la mort d'Antigone. Parce que c'est la mort d'Antigone qui mettrait fin, bien sûr, au malheur de, de la ville de Thèbes une fois pour toutes. La situation finale, le roi qui se trouva seul avec son page et qui demanda à son page qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Ce dernier lui répond on a conseil. Donc Crayon lui dit allons faire conseil et la pièce est terminée. Voilà, c'est la situation finale. C'est le deuxième point de vue qui est à 20% plus correct que le premier Antigone. Mais je reviens et je vous dis toujours que Antigone, par rapport à la vision d'Antigone, d'accord, on s'en fout de tout ce qui se passe en dehors de ça, on se focalise sur Antigone. La première version que je vous ai expliquée est la plus correcte. Maintenant, c'est Antigone vis-à-vis du mythe d'Oedipe et c'est le schéma narratif le plus correct. Le plus correct. Pourquoi? Parce que normalement, les œuvres de Sophocle commencent avec Léos et Jocaste, les premiers rois. Pour Sophocle, de Thèbes, c'est Léos le roi et Jocaste la reine. Donc, pour nous, le plus correct des schémas narratifs, c'est celui qu'on va dire maintenant. Parce que normalement, il englobe vraiment les vraies situations. Et c'est là que nous avons une autre exception. C'est que c'est comme si, et normalement, il faut savoir que quand on n'a pas une situation finale, on a des péripéties. Quand on a les péripéties, ça veut dire que sûrement il y avait un élément déclencheur. Ça veut dire, quand je mets un élément déclencheur, que j'ai des péripéties, et que après j'ai un dénouement, mais qui ne termine pas l'histoire, ça veut dire que on ne peut pas appeler cet élément-là un dénouement. On doit une autre fois l'appeler élément déclencheur. Ce qui veut dire que on peut, dans une, dans un œuvre, dans un roman, dans une œuvre, on peut dire que on peut avoir plusieurs éléments déclencheurs et plusieurs péripéties, plusieurs éléments déclencheurs et plusieurs péripéties, jusqu'à ce qu'on arrive à la phase avant la fin, et c'est là qu'on peut nommer ce qui va arriver pour changer les choses, ou bien la façon via laquelle les choses sont en train de développer depuis un certain temps, de appeler cet élément-là dénouement. Mais si les choses ne se terminent pas, on ne peut jamais l'appeler dénouement, mais on peut l'appeler situation finale. Je vous explique, je vous donne un petit exemple. Si vous êtes par exemple devant une série, d'accord? Une série qui est très longue, d'accord? Série turque, ou bien coréen, ou bien mexicain, vous savez que ces personnes-là, ou bien égyptien, d'accord? Vous savez que normalement, si vous avez une longue série, vous comprenez que toujours il y a des hauts et des bas. Ça veut dire les événements commencent à être normaux et c'est là, hop, un élément qui déclenche une deuxième fois les événements et ça repart. Et après, on revient au calme. Et hop, un troisième élément déclencheur, ça repart. Et des hauts et des bas, et des hauts et des bas, et des hauts et des bas, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épisode avant-dernière qui nous prépare à l'épisode dernier. Donc c'est normal qu'on a plusieurs éléments déclencheurs. Je vais dire pourquoi je suis en train de dire cela avant de commencer, bien sûr,
bien sûr, expliquer le schéma narratif vis-à-vis du point du mode d'Oedipe. Je vous dis pourquoi. La situation initiale d'Antigone vis-à-vis du mythe d'Oedipe, c'est que Thèbes était en paix. Et pourquoi je dis que c'est la plus correcte des schémas narratifs? Parce que vous allez comprendre que normalement, c'est le seul schéma narratif qui respecte les règles des schémas narratifs. Je vais reprendre. Qu'est-ce que je dis par rapport à la situation initiale? Je dis que la situation initiale est la situation du calme, du paix. Je vais reprendre. Thèbes est dans la paix, sous le règne de son roi Léos et de sa reine Jocaste. Une très très correcte situation initiale. Parce qu'il est en train, comme je suis en train de vous dire, parce qu'il nous dit que voilà, c'est une situation de calme, c'est une situation normale. Nous avons une ville avec un roi et une reine, et tout le monde est heureux, et toutes les choses sont bien sûr calmes, et la vie en rose, comme je dis toujours. Le premier élément déclencheur de toute cette tragédie, c'est la naissance d'Oedipe. Parce que normalement, la norme veut dire quoi? Un enfant est né, doit être bien sûr élevé par ses parents. C'était pas le cas d'Oedipe. Donc le premier élément déclencheur, c'est la naissance d'Oedipe. Parce que ça va bien sûr perturber le normal. Pourquoi? Cet enfant-là ne sera pas élevé par ses parents, mais il sera abandonné dans la montagne et c'est un autre roi, une autre reine qui vont bien sûr l'adopter. C'est le premier élément déclencheur. Après, nous avons les péripéties. Comme je vous ai dit, la naissance d'Oedipe, c'est quoi? Quelles sont les péripéties? Les péripéties, Oedipe est élevé par les rois corinthiens, Plébos et sa femme Prébia. Il est élevé par ces deux rois et reines. Normalement, il va grandir. Tout est calme. Un deuxième élément déclencheur. Un Corinthien de la ville de Corintine va appeler, nommer ou bien insulter Oedipe comme étant l'enfant retrouvé. Un deuxième élément déclencheur. Les péripéties. Oedipe va partir à la recherche de son passé. Savoir qui était réellement, il était le fils de qui, c'était quoi son histoire. Il rencontre son père, Léos, sans le reconnaître, il le tue. Il va à Thèbes, il rencontre le Sphinx, il résout l'énigme, il épouse sa mère, il a quatre enfants, Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. Troisième élément déclencheur, la peste qui ravage le pays de Thèbes. Le pays est frappé par la peste. Péripétie. Oedipe essaya de sauver son peuple, essaye de comprendre ce qui s'est passé. Il va consulter euh, son conseiller, le sage Thérésias. Ce dernier va lui demander d'aller auprès du serviteur qui était témoin de la mort de Créon. Il s'avère que c'est celui qui a été aussi à qui on a ordonné la mission d'abandonner Oedipe au monstre dans la montagne. Quatrième élément déclencheur. Oedipe reconnaît son histoire. Il sait pour la première fois qu'il a tué son père, qu'il a épousé sa mère, que ses enfants sont maudits. Donc les péripéties, Jocaste va se suicider, Oedipe va se crever les yeux et sortira aveugle dans les rues avec sa fille, la seule fille qui va le suivre, qui est Antigone, qui va le suivre dans sa quête pour chercher le pardon. Les deux frères Éthéocle et Polynice se sont mis d'accord à ce que chacun règne pour une année. C'est Éthéocle qui va commencer la première année. Polynice vient demander son tour. Cinquième élément déclencheur. Donc on a dit premier élément déclencheur, la naissance d'Oedipe. Deuxième élément déclencheur, Oedipe est insulté, deux fils retrouvés. Troisième élément déclencheur, la peste. Pardon, le quatrième élément déclencheur. Non,
Quatrième élément déclencheur, comme j'ai dit, Oedipe reconnaît qu'il a tué son père et qu'il a épousé sa mère. On a parlé des péripéties et qu'il a bien sûr des enfants qui sont maudits. Cinquième élément déclencheur, comme je vous ai dit. Éthéocle refuse de céder les rênes à Polynice. Les deux frères s'entretuent. Le cinquième élément déclencheur. Cinquième élément déclencheur, les cinquièmes péripéties. Euh, Créon est roi de Thèbes. Il ordonne de enterrer Éthéocle comme étant un roi parce qu'il était en train de défendre son pays. Laisser Polynice pourrir parce que pour eux c'est un traître qui a demandé l'aide des forces étrangères contre son propre pays qui est la ville de Thèbes et ses propres citoyens. Antigone qui va essayer, bien sûr, non, je dis péripétie, voilà, péripétie. Créon reprend les règnes, on enterre Éthéocle, on laisse Polynice pourrir, et bien sûr la ville règne dans l'ordre. Aimant et Antigone sont fiancés, tout est ok. Sixième élément déclencheur. Antigone essaye d'enfreindre la loi et enterrer son frère Polynice. Péripétie, Antigone, bien sûr, les dialogues Antigone-Créon, Antigone-Aimant, Antigone-Ismène, Antigone-Ismène-Créon, Antigone-Aimant, ce sont les péripéties et tout l'épisode où Créon essaye de convaincre chaque personne et que chaque personne essaye d'en train de convaincre Créon pour ne pas exécuter Antigone et ce dernier qui essaye de lui-même de persuader Antigone de céder à ce qu'il souhaite faire et ne pas s'approcher de son frère et de le laisser parce que c'était son sort et son destin. Et c'est là que nous avons le dénouement de toute cette histoire qui est l'exécution d'Antigone, d'accord, et la situation finale qui est la mort de Aimon, la mort de sa mère Eurydice, et Créon qui se retrouve seul et qui va reprendre les règnes de Thèbes comme le veut la norme, parce que pour lui c'est son travail et qu'il doit le faire, même s'il vient de perdre son fils, sa nièce et sa femme. Et comme je vous ai dit, bien sûr, c'est ainsi que nous avons le schéma narratif que pour la première fois, qui pour la première fois a été respecté dans une œuvre que nous avons dans le programme, si on considère que le vrai est le correct et que si on considère que normalement pour faire le schéma narratif d'Antigone, il faut avoir la vision la plus correcte qui est la vision Antigone vis-à-vis du mythe d'Oedipe. Donc si vous souhaitez bien évidemment, on peut dire que la plus correcte des schémas narratifs qu'on peut appliquer est celui-ci, Antigone mythe d'Oedipe. Que Antigone, le schéma narratif appliqué à Antigone vis-à-vis d'Antigone de Jean Anouilh est à peu près un quart des événements, d'accord? Et si on considère que le vrai schéma narratif est celui d'Antigone par rapport à Créon, parce que normalement Créon a plusieurs informations qu'Antigone n'a pas, et nous allons bien sûr voir toutes ces informations, et quand on a un personnage qui a plusieurs informations que l'autre, comment on appelle ça par rapport à la focalisation, un cours très important. Juste un petit rappel, les focalisations, on a trois, la focalisation interne, externe et la focalisation zéro. Et donc, Crayon a une focalisation vraiment plus grande que celle d'Antigone parce qu'il a des événements qu'Antigone n'a pas en tête. Mais on peut considérer que le schéma narratif, si on applique à la tragédie par rapport à la vision d'Antigone Crayon, on peut dire que c'est à moitié le correct schéma narratif. Mais bien sûr, le schéma narratif le plus complet, le plus correct, est celui, bien sûr, d'Antigone vis-à-vis du mythe d'Oedipe en général. Donc,
Je reviens toujours pour dire, d'accord? Pour faire un petit récap très rapide, donc on a dit la situation initiale, c'est la situation du commencement, la situation du calme et de la norme. L'élément déclencheur, c'est l'élément qui perturbe le calme qu'on a dans la situation initiale. Les péripéties, ce sont les faits engendrés par cette perturbation. Le dénouement qui vient, ou bien dans le bon sens, ou bien dans le mauvais sens, bien sûr, nous préparer à la situation finale. Et la situation finale, c'est la situation via laquelle, ou bien qui nous permet de terminer ce que nous avons devant les yeux. Donc, pour Antigone, on a dit que nous avons trois visions qu'on peut appliquer au schéma narratif. Si on parle du schéma narratif, Antigone par rapport à Antigone est la considérée comme le personnage principal. Comme je vous ai expliqué, le schéma narratif est très simple, mais il n'est pas 100% correct. Antigone, qui revient à 4 heures du matin après avoir essayé d'enterrer son frère. L'élément perturbateur, la deuxième fois après avoir essayé d'enterrer son frère capturé par les gardes. Les péripéties, les dialogues qui sont engendrés après qu'Antigone est capturé. Le dénouement est le fait ou bien la mort d'Antigone. La situation finale, la mort d'Aimon, de Jocaste, de Eurydice, je m'excuse, et bien sûr Créon qui se trouva seul. La deuxième vision Antigone-Créon, on a dit que la situation initiale va repartir à l'époque au Créon et bien sûr Oedipe a cédé les règnes de son pays et que ça a été repris après la mort des deux princes héritiers Polynice et Théocle par Créon. L'élément déclencheur toujours est le fait que Antigone a essayé d'enterrer son frère, péripéties, dénouement et situation finale correcte. Mais comme je vous ai dit que pour le plus important, c'était Antigone et le plus correct, c'était Antigone via le mythe d'Oedipe parce qu'on a la vraie situation initiale qui est le calme et le bonheur et la félicité dans laquelle régnait la ville de Thèbes avec son roi légitime Léos et Jocaste, que bien sûr ils ont eu l'enfant qui a perturbé tous les événements. Après, il y avait plusieurs éléments déclencheurs, plusieurs péripéties, jusqu'à l'arrivée de l'élément déclencheur le plus important, qui est le fait qu'Antigone a essayé d'enterrer son frère, qu'il a été capturé par les gardes. Et là, nous avons les péripéties, bien sûr, les dialogues où chacun des personnages essaye de convaincre l'autre de sa vision des choses et bien sûr de le dissuader de renoncer à ce qu'il essaye ou bien euh, à ses décisions. Les dénouements toujours restent la mort d'Antigone et la situation finale, ce qui est engendré après ce dénouement, c'est bien sûr la mort de Aimon, le prince, et de sa mère Eurydice, la reine, et bien sûr la solitude de Créon. Donc, c'est vraiment une leçon très compliquée, mais croyez-moi, euh, euh, regardez cette vidéo plusieurs fois, essayez de la stopper pas mal de temps pour écrire vos propres notes, vos propres réflexions et essayez de la comprendre. Parce que croyez-moi, pour moi, normalement, le schéma narratif ne sert juste à tracer les événements. Mais croyez-moi, quand il s'agit d'Antigone, si on comprend ce que je suis en train d'expliquer, schéma narratif, je dis toujours et la lecture est primordiale pour votre bagage. Mais croyez-moi, si vous comprenez ce schéma narratif avec la méthode via laquelle j'ai expliqué, et j'espère ne pas avoir trop tort dans mes explications, j'attends bien sûr toujours vos commentaires avec impatience pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Donc, si j'ai vous suivez cette explication, mais vous allez comprendre tout ce qui est nécessaire pour la compréhension de la tragédie d'Antigone. Et vous serez vraiment avec une grande aisance si vous avez l'une des deux questions que pas mal de gens trouvent difficiles. Que pensez-vous du personnage d'Antigone dans la production écrite, ou bien que pensez-vous de Créon? Ou bien, d'une autre manière, est-ce que vous êtes avec ce que veut faire Antigone, ou bien vous êtes d'accord avec Créon. Donc, ça revient au même, que ce soit ce que vous pensez d'Antigone ou de Créon, ou bien ce que vous pensez de leur décision, ça revient au même. Normalement, votre réponse, votre réponse sera la même. Votre réponse sera la même. Donc, je vous conseille vivement de
revoir cette vidéo à plusieurs fois, de la discuter avec vos collègues, d'accord? De prendre des notes, d'essayer d'écrire et d'écrire. Donc, je sais que c'est un cours vraiment compliqué. Je sais que ça commence à devenir vraiment un casse-tête, à commencer par, disons que à peu près la biographie de Jean-Louis était un peu simple. Il n'y avait pas trop de choses à comprendre, mais quand on a arrivé au mythe d'Oedipe, ou bien à la mythologie grecque, ou bien devant le schéma narratif, ça devient vraiment un peu très compliqué. Donc, je vous comprends et je vous envie vraiment, mais essayez s'il vous plaît de revoir et revoir cette vidéo jusqu'à ce que vous assemblez une image très correcte des événements, d'accord? Ainsi, si vous avez la question du schéma narratif ou bien vous avez des questions, parce que normalement, si vous avez Antigone, vous avez plusieurs questions de réflexion. Ça veut dire des questions où on demande votre avis. Donc, si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, croyez-moi, vous aurez bien sûr toutes les informations nécessaires pour répondre aux questions relatives à Antigone. Donc, bien sûr, sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce cours, bien sûr, avec nous. Et je vous dis à la prochaine. Préparez-vous, d'accord? Parce que normalement, ça va, comme vous voyez, le rythme des vidéos commence à être un peu augmenté, d'accord? Parce que je vois que pas mal de gens sont bien sûr bel et bien et trop bien avancés, d'accord? Dans ces cours-là, je vois ça via vos commentaires ou bien via vos messages personnels. Donc je vous remercie infiniment pour votre interaction avec bien sûr nos cours et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une excellente journée. Merci et à très bientôt.